À Thanksgiving, chaque frère et sœur a été remercié dans un discours, sauf moi. J'ai souri, j'ai pris une photo, et je suis parti discrètement. Ce soir-là, ma mère a appelé, en sanglotant, après avoir lu ma légende. La salle à manger sentait la sauge et le beurre, une combinaison que j'adorais, avant qu'elle ne devienne synonyme de performance et de faux-semblants. 37 personnes s'entassaient dans la maison de mes parents ce jour de Thanksgiving, et j'étais la seule à savoir que je ne reviendrai jamais. Je m'appelle Marcia et, bien que tout le monde dans ma famille m'appelle Marcia, quand ils se souviennent que j'existe. J'ai 32 ans, je suis l'enfant du milieu d'une fratrie de 5, et j'ai passé 3 décennies à perfectionner l'art d'être invisible. Mon frère aîné, Marcus, est chirurgien cardiovasculaire. Ma sœur aînée, Lorraine, dirige une organisation à but non lucratif qui construit des écoles au Guatemala. Mon frère cadet, Todd, vient d'être promu associé dans son cabinet d'avocat. Ma sœur cadette, Emma, enseigne à des enfants ayant des besoins spéciaux et a été présentée dans 2 revues pédagogiques différentes. Et puis, il y a moi. Je suis illustratrice médicale, ce qui semble impressionnant, jusqu'à ce que vous vous trouviez dans une pièce pleine de gens qui pensent que dessiner des images d'intestin est quelque chose que l'on fait quand on ne peut pas gérer la vraie médecine. Je gagne un salaire à 6 chiffres en travaillant en freelance pour des éditeurs de manuels scolaires et des sociétés pharmaceutiques, mais, d'une manière ou d'une autre, cela n'est jamais mentionné lors des réunions de famille. La dinde était parfaite cette année-là, dorée et luisante sous le lustre que ma mère avait insisté pour installer au printemps dernier. Elle m'avait appelé à ce sujet en mars, voulant savoir si celui de Pottery Barn ou celui de West Elm avait l'air plus élégant. J'avais passé 40 minutes au téléphone avec elle, à regarder les 2 options, à comparer les finitions et les dimensions. Elle a choisi celui de West Elm. Quand il est arrivé, et qu'elle l'a posté sur Facebook, elle a remercié Lorraine de l'avoir aidé à choisir. J'aurais dû savoir alors ce que ce Thanksgiving apporterait. Mon père se tenait au bout de la table, un verre de vin à la main, ses cheveux argentés captant la lumière de ce maudit lustre. Il a toujours été un homme de discours, un professeur d'anglais à la retraite qui n'a jamais rencontré un moment qu'il ne pouvait transformer en conférence. Tout le monde s'est installé à sa place, les fourchettes et les couteaux disposés juste comme il faut, la bonne porcelaine sortie parce que nous avions des cousins de l'Oregon en visite. Je voudrais prendre un moment, commença papa, sa voix portant cette qualité théâtrale qu'il avait perfectionnée en 40 ans d'enseignement de la poésie romantique, pour exprimer ma gratitude envers les personnes remarquables assises à cette table. Mon estomac s'est noué. J'avais déjà entendu ce discours, sous diverses formes, lors d'innombrables dîners, fêtes et anniversaires. Marcus, continua-t-il, en se tournant vers mon frère à sa droite, tu as sauvé 3 vies ce mois-ci seulement. 3 familles ont pu garder leur père, leur mari, leur fils, grâce à ta compétence et à ton dévouement. Ta mère et moi sommes admiratifs. Marcus fit son signe de tête humble, celui qu'il pratiquait dans le miroir depuis le lycée. Sa femme, Rebecca, lui serra la main, rayonnante. Lorraine, ma chérie. Papa se tourna vers ma sœur en face de lui. Les photos que tu as envoyées du Honduras le mois dernier ont fait pleurer ta mère. Voir ces enfants entrer dans une école que tu as construite, avec de vrais bureaux, des livres et des fournitures. C'est le genre d'héritage que la plupart des gens ne rêvent que de créer. Lorraine s'essuya les yeux, toujours aussi émotive. Son mari, David, lui passa un bras autour des épaules. Todd, mon garçon, la voix de papa enfla de fierté en regardant mon frère cadet, associé à 30 ans. Quand je pense aux longues heures que tu as passées, aux affaires que tu as gagnées, aux clients que tu as aidés, je vois un homme qui comprend ce que signifie se battre pour la justice. Todd leva son propre verre en signe de reconnaissance, sa fiancée Michelle brillant pratiquement à côté de lui. Et Emma, la voix de papa s'adoucit, comme elle le faisait toujours pour la Benjamine de la famille. Ce que tu fais chaque jour, la patience que tu montres, l'amour que tu donnes à des enfants que d'autres ont abandonnés, c'est un travail divin. C'est ce qui rend le monde meilleur. Emma rougit, baissant la tête contre l'épaule de sa petite amie, Sarah. Papa a balayé la table du regard, ses yeux passant sur moi comme si je faisais partie du papier peint, et a levé son verre plus haut. À mes enfants, vous me rendez fiers chaque jour. La table a éclaté en un chœur d'acclamations et de tintements de verre. J'ai levé le mien aussi, le cristal captant la lumière, et j'ai souri. J'ai toujours été doué pour sourire quand les choses font mal. Personne n'a remarqué. Personne n'a jamais remarqué. Ma mère pleurait déjà, tamponnant ses yeux avec sa serviette, celle en dentelle qu'elle avait brodée elle-même. Elle se leva,
chancelante, et je pensais qu'elle allait peut-être ajouter quelque chose au discours de papa. Peut-être qu'elle se souviendrait soudain qu'il y en avait 5, et non 4. Laissez-moi aller chercher la tarte, dit-elle à la place, en se hâtant vers la cuisine. J'ai posé mon verre avec précaution, avec précision, comme j'avais appris à tout faire dans cette maison, sans faire de bruit ni d'histoire. Les conversations autour de moi ont repris, tout le monde se félicitant. Marcus s'est lancé dans le récit d'une opération particulièrement complexe. Lorraine a montré des photos sur son téléphone à tante Patricia. Mon cousin Dylan, qui a 23 ans et étudie les sciences de l'environnement à Berkeley, s'est penché depuis sa place à côté de moi. C'était assez intense, hein? Ton père ne fait pas les choses à moitié. Il est passionné, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Que fais-tu déjà? J'oublie toujours. Je le lui avais dit 3 fois lors de précédentes réunions de famille, mais j'ai souri quand même. Illustration médicale. Je dessine des images anatomiques pour des manuels scolaires et du matériel pédagogique. Oh, cool, a-t-il dit, sur ce ton que les gens utilisent quand ils veulent dire le contraire. Et puis, il s'est tourné pour poser une question juridique à Todd. J'ai repoussé ma chaise. Le mouvement était fluide, exercé, ne produisant qu'un murmure de son contre le parquet. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone là où je l'avais posé, face contre table à côté de mon assiette, et je me suis dirigé vers le couloir où tout le monde avait laissé ses manteaux. Marcia, où vas-tu? Ma mère est apparue de la cuisine, 3 tartes en équilibre dans ses bras. Nous n'avons pas encore eu le dessert. J'ai juste besoin de prendre quelque chose dans ma voiture, ai-je menti. J'étais devenu doué pour ça aussi. Avant de partir, j'ai fait quelque chose que j'avais prévu depuis que mon père avait commencé son discours. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai levé. Tout le monde, serrez-vous pour une photo. Ils se sont tous tournés, souriant, ces sourires parfaits et exercés. La famille en or, éclairée par ce magnifique lustre. La main de papa sur l'épaule de Marcus. Maman entre Lorraine et Emma. Todd et sa fiancée à l'arrière. Même les membres de la famille élargie, les cousins, tantes et oncles, tous serrés les uns contre les autres, dans une image de bonheur familial absolu. J'ai pris la photo, tout le monde figé dans son bonheur. Et puis j'en ai pris une de plus, pour faire bonne mesure. C'est dans la boîte, ai-je crié joyeusement. Elles seront superbes. Envoilées sur le chat de groupe de la famille, a dit Lorraine, se retournant déjà vers sa conversation. J'ai pris mon manteau dans le placard, un caban en laine anthracite que je m'étais acheté à Noël dernier, parce que celui de ma mère était allé à Emma, et je suis sorti dans le froid de novembre. Le trajet de retour à mon appartement, en centre-ville de Portland, a duré 45 minutes. Je vivais dans un entrepôt reconverti, avec des fenêtres allant du sol au plafond et des briques apparentes, le genre d'endroit dont je rêvais depuis l'école d'art. Je l'avais acheté moi-même il y a 3 ans, comptant, sans hypothèque, parce que le travail en freelance paie bien quand on est doué. J'en avais parlé à mes parents quand j'avais signé les papiers. Ma mère avait dit, c'est bien, ma chérie. Puis elle avait passé 20 minutes à me parler du prix qu'Emma avait remporté de la part du district scolaire. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte, j'ai accroché mon manteau, et je me suis assise sur mon canapé en velours avec mon ordinateur portable. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit lointain de la circulation et de mon voisin jouant du Miles Davis à travers les murs fins. J'ai ouvert Instagram, une plateforme que j'utilisais rarement, sauf pour poster de temps en temps une illustration terminée ou une photo de mon chat, Rembrandt. J'ai téléchargé la photo de famille, celle où tout le monde avait l'air si parfait, si complet, si totalement content de soi. Puis j'ai écrit la légende. Je l'ai réécrite 4 fois, en fait. La première version était trop en colère. La deuxième, trop triste. La troisième essayait d'être drôle et tombait à plat. La quatrième, cependant. La quatrième était parfaite. Thanksgiving 2024. Reconnaissante envers la famille qui m'a appris que je n'avais pas besoin d'eux. Papa a prononcé un beau discours aujourd'hui, remerciant Marcus d'avoir sauvé des vies, Lorraine d'avoir construit des écoles, Todd de s'être battu pour la justice, et Emma d'avoir enseigné avec patience. Il a remercié tous ses enfants. Enfin, tous ceux dont il se souvient qu'il en a. Aux parents qui m'ont élevé pour que je connaisse ma valeur, en me montrant que je n'en avais aucune à leurs yeux, merci. Vous m'avez appris à construire ma propre table. 20 ans à m'asseoir à la vôtre, en espérant être vu, c'était assez. Ce sourire est le dernier que vous obtiendrez de moi.
Ma main a plané au-dessus du bouton publier. J'ai pensé à le supprimer. J'ai pensé aux conséquences. J'ai pensé à l'apparence que cela aurait, à la façon dont les gens me jugeraient, à la réaction de ma famille. Puis j'ai pensé aux yeux de mon père qui glissaient sur moi comme si j'étais un meuble. J'ai pensé à mes 11 ans, quand j'ai gagné le concours d'art de l'État, que je suis rentré à la maison avec un trophée, un certificat et une offre de bourse pour un programme d'été, pour que ma mère y jette un coup d'œil et dise « C'est merveilleux, Marcia. Marcus, parle à ta sœur du salon des sciences. » J'ai pensé à mes 16 ans, quand j'ai été accepté en avance à la RISD, l'une des meilleures écoles d'art du pays, et que le dîner de célébration a été éclipsé par l'annonce de Lorraine qu'elle partait faire du bénévolat en Équateur pendant un semestre. J'ai pensé à mes 25 ans, quand j'ai décroché mon premier contrat majeur avec une maison d'édition d'une valeur de 40 000 €, que j'ai appelé à la maison, excité, et que mon père a dit « Bien joué, ma chérie. Tu as entendu que Todd a réussi l'examen du barreau. » J'ai pensé à chaque anniversaire où mon gâteau était plus petit, à chaque Noël où mes cadeaux étaient moins nombreux, à chaque réussite qui était accueillie par des demi-louanges distraites, avant que la conversation ne passe à quelqu'un d'autre. J'ai appuyé sur publier. La réponse a été immédiate. En moins de 10 minutes, j'avais 50 j'aime. En 20, une centaine. Les commentaires ont commencé à affluer, de la part d'amis que je m'étais fait à l'école d'art, de collègues de la communauté de l'illustration médicale, de personnes que j'avais rencontrées lors de conférences et d'ateliers au fil des ans. Les notifications n'arrêtaient pas d'arriver, un flux constant de validation que je n'avais jamais cherché, mais dont j'avais soudain désespérément besoin. Ma colocataire de première année, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans, a commenté « Je me souviens de toi », en pleurs après les week-ends en famille, quand les parents de tout le monde restaient tout le temps et que les tiens partaient après 1 heure. Tu méritais tellement mieux à l'époque, et tu mérites mieux maintenant. Un collègue d'une conférence médicale à Chicago a écrit « Quand vous avez présenté votre série d'illustrations cardiaques l'année dernière, j'ai vu 3 participants pleurer, parce que votre travail les a finalement aidés à comprendre la procédure qui leur a sauvé la vie. Vos parents n'ont aucune idée de qui vous êtes. » Le docteur Patricia Wynne, chef du département d'anatomie de Johns Hopkins, qui m'avait commandé 4 projets majeurs, a publié « Marcia est l'une des illustratrices médicales les plus douées d'aujourd'hui. Ses contributions à l'éducation médicale sont incommensurables. N'importe quelle famille aurait de la chance de la voir. » Je suis resté assise là, à lire commentaire après commentaire, à regarder le nombre grimper de plus en plus haut. La publication avait été partagée dans la story de quelqu'un, puis de quelqu'un d'autre, puis dans un groupe de soutien sur l'éloignement familial. Des personnes que je n'avais jamais rencontrées interagissaient avec, s'y identifiaient, trouvaient des morceaux de leurs propres histoires dans la mienne. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon ami Michael, un autre illustrateur médical que j'avais encadré il y a des années, alors qu'il débutait. « Putain, Marcia. Je viens de voir ce que tu as posté. Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Je peux être chez toi en 20 minutes. » J'ai répondu, je vais bien. Vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. Il a répondu immédiatement. Tu te souviens de ce projet que tu m'as aidé à décrocher avec l'éditeur d'orthopédie? Je leur ai dit que tu étais la meilleure du secteur et que travailler avec toi avait changé toute mon approche du métier. Ils voulaient t'embaucher à ma place. C'est à ce point que tu es doué. Ta famille passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Le truc, quand on est négligé toute sa vie, c'est qu'on commence à l'intérioriser. On commence à croire qu'on ne mérite peut-être pas d'être remarqué, que ses réussites ne sont peut-être pas si impressionnantes, que tout le monde est peut-être vraiment plus digne d'attention et d'éloges. On se convainc qu'on est trop sensible, trop dans le besoin, trop exigeant d'une reconnaissance qu'on n'a pas méritée. Mais assise là, à lire message après message de personnes qui voyaient ma valeur, qui appréciaient mon travail, qui comprenaient exactement ce que j'avais vécu, quelque chose s'est fissuré en moi. Toutes ces années de doute, de remise en question, à me demander si j'imaginais la négligence ou si j'exagérais la blessure, se sont soudainement cristallisées en une clarté. Je n'imaginais rien. C'était réel. Ça l'avait toujours été. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Marcia, ai-je dit. Une voix de femme, professionnelle et chaleureuse. Oui, c'est Angela Martinez du New York Times. J'espère que je ne vous dérange pas. Un collègue m'a envoyé votre publication Instagram, et je travaille sur un article sur les enfants adultes qui établissent des limites avec des dynamiques familiales toxiques.
Seriez-vous intéressé à me parler de votre expérience? J'ai failli dire non. L'idée de partager mon histoire au-delà d'Instagram, de l'avoir imprimée dans un vrai journal que mes parents verraient inévitablement, me semblait être une escalade. Mais j'ai pensé à tous les commentaires de personnes qui se sentaient moins seules parce que j'avais été honnête. Et j'ai pensé à combien d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre cela. Oui, ai-je dit, je serais intéressé. Nous avons parlé pendant 45 minutes. Angela était gentille et perspicace, posant des questions qui m'ont fait réfléchir à des schémas que je n'avais jamais entièrement articulés. Elle avait vécu quelque chose de similaire avec sa propre famille, m'a-t-elle dit, et il lui a fallu attendre ses 40 ans pour finalement établir des limites qui protégeaient sa santé mentale. Le plus difficile, a-t-elle dit, a été d'accepter qu'ils n'allaient pas changer, que je ne pouvais pas leur faire voir ce qu'ils avaient fait. Je ne pouvais contrôler que ma réponse à cela. Après avoir raccroché, je me sentais à la fois épuisé et pleine d'énergie. Raconter l'histoire à voix haute à une inconnue qui comprenait était cathartique d'une manière que je n'avais pas prévue. Les commentaires sur ma publication continuaient d'affluer. Quelqu'un a partagé une citation « On ne peut pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade ». Quelqu'un d'autre a posté un lien vers un article sur les enfants boucs émissaires et le syndrome de l'enfant en or. Je n'avais jamais entendu ce terme auparavant, mais le lire, c'était comme lire ma propre biographie. Putain, Marcia, je suis tellement désolé. C'est déchirant. Tu mérites tellement mieux. La force qu'il faut pour s'éloigner de la toxicité, même de la toxicité familiale, est incroyable. Fier de toi. Je me suis toujours demandé pourquoi tu ne parlais jamais de ta famille. Maintenant, je comprends. J'ai fait des captures d'écran de plusieurs des commentaires les plus significatifs et je les ai enregistrés dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Preuve ». Preuve que je n'étais pas folle. Preuve que ce qui s'était passé était réel. Preuve que d'autres personnes pouvaient voir ce que ma famille n'avait jamais pu. Vers minuit, ma conseillère universitaire de la RISD a commenté. La professeure Hélène Cartwright avait été l'une des premières personnes à vraiment voir mon potentiel, à me pousser au-delà de ce que je pensais être capable de créer. Son commentaire était simple, mais il m'a touché en plein cœur. Je me souviens d'avoir rencontré tes parents à la remise des diplômes. Ils ont passé tout le temps à parler de l'admission de ton frère en médecine. Je me souviens d'avoir pensé à quel point c'était étrange qu'il mentionne à peine que tu venais de remporter le prix d'excellence du département. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Tu étais extraordinaire à l'époque, et tu es extraordinaire maintenant. J'ai pleuré en lisant ça. Pas des larmes de tristesse, mais autre chose. Du soulagement, peut-être. De la validation. La connaissance que je n'avais pas été invisible pour tout le monde, que certaines personnes avaient vu la dynamique même si elles n'avaient pas su comment y faire face. Mon téléphone a vibré avec un texto de Michael, un autre illustrateur médical que j'avais encadré il y a 2 ans, alors qu'il débutait. Putain, Marcia. Je viens de voir ce que tu as posté. Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Je peux être chez toi en 20 minutes. Puis un autre appel est arrivé. Rachel, je viens de voir ta publication, a-t-elle dit sans préambule. Tu vas bien? Tu as besoin que je vienne? Je vais bien, lui ai-je dit. Et le truc bizarre, c'est que je le pensais. Je vais vraiment très bien. Que s'est-il passé? Je lui ai parlé du discours, de la manière soignée dont j'avais été effacé, du schéma qui s'était répété toute ma vie. Rachel a écouté, faisant des bruits de sympathie. Et quand j'ai eu fini, elle a dit, tu sais quoi? Au diable. Tu es la personne la plus talentueuse que je connaisse. Tu réussis à merveille, et tu as tout fait sans eux. Tu n'as pas besoin de leur validation. Nous avons parlé pendant 1 heure, et au moment où nous avons raccroché, ma publication Instagram avait plus de 500 j'aime, et les commentaires continuaient d'affluer. Certains provenaient de personnes que je ne connaissais même pas, des personnes qui l'avaient vu partagé par des amis communs, des personnes qui s'identifiaient au sentiment d'être négligées et sous-estimées. La publication a continué de se propager. À 1 heure du matin, elle avait été partagée dans 3 groupes Facebook différents sur l'éloignement familial. À 2 heures, quelqu'un en avait fait une capture d'écran et l'avait postée sur Twitter, où elle gagnait encore plus de terrain. Les gens la décortiquaient, l'analysaient, partageaient leurs propres histoires en réponse. Un fil de discussion Twitter a particulièrement attiré mon attention.
Une thérapeute nommée Dr Sarah Brennan avait cité ma légende et écrit un long fil sur la parentification et la négligence émotionnelle dans les familles. Lorsque les parents donnent constamment la priorité à certains enfants par rapport à d'autres, ils créent une hiérarchie qui nuit à toutes les personnes impliquées. L'enfant oublié apprend qu'il doit être parfait pour obtenir des miettes d'attention. Les enfants en or apprennent que l'amour est conditionnel à la réussite. Personne ne gagne dans cette dynamique. Elle m'a identifié, et soudain, mes notifications Instagram ont été inondées de nouveaux abonnés de Twitter, des défenseurs de la santé mentale, d'autres thérapeutes, des personnes travaillant dans le conseil familial. Mon nombre d'abonnés est passé de 800 à plus de 3000 en quelques heures. J'aurais dû être dépassé. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme. C'était la bonne décision. Dire ma vérité, la laisser résonner dans le monde, l'avoir trouvé un écho chez d'autres qui avaient ressenti la même douleur, c'est à ça que ressemblait la guérison. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement posé mon téléphone et j'ai essayé de dormir. Rembrandt, mon chat tigré orange, s'est blotti à côté de moi, ronronnant régulièrement. Je l'avais adopté il y a 2 ans dans un refuge, une créature maigrichonne qui avait été négligée parce qu'elle n'était plus un chaton, parce qu'elle avait une queue tordue, parce qu'elle n'était pas parfaite pour Instagram. Nous nous étions compris immédiatement. Juste toi et moi, Rem, ai-je murmuré, en grattant derrière son oreille déchirée. On a besoin de personne d'autre. Mais ce n'était plus tout à fait vrai, n'est-ce pas? J'avais Rachel. J'avais mes collègues, mes amis, et la communauté que j'avais bâtie. J'avais des gens qui me voyaient. Qui me voyaient vraiment, sans que j'aie à le mendier. Le sommeil est finalement venu, et avec lui, des rêves de table qui s'étendaient à l'infini, avec des chaises vides, des assiettes pleines, et personne qui n'appelait mon nom. Puis mon téléphone a sonné. Un appel de maman. J'ai fixé l'écran, regardant son nom clignoter encore et encore. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Marcia m'ariait, sa voix était épaisse de larmes, brisée et haletante. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu poster quelque chose comme ça pour que le monde entier le voie? Salut, maman. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ton père est dévasté. Marcus a appelé, il est furieux. Lorraine pleure. Tu as mis toute cette famille dans l'embarras. L'ai-je fait? Ma voix était calme, posée. Parce que de mon point de vue, j'ai juste dit la vérité. Ce n'est pas la vérité. On t'aime. On t'a toujours aimé. Comment peux-tu dire qu'on ne t'apprécie pas? Quand est-ce que tu m'as interrogé sur mon travail pour la dernière fois, maman? De vraies questions, pas juste un « comment ça va au travail » en passant. Quand est-ce que tu as fêté une de mes réussites pour la dernière fois? Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer, de manière saccadée et humide. J'ai acheté mon appartement il y a 3 ans, ai-je continué. J'ai payé comptant. Le savais-tu? Savais-tu que j'ai été publié dans le Journal of Biomedical Communication l'année dernière? Savais-tu que j'ai illustré 3 chapitres du manuel d'anatomie le plus utilisé dans les facultés de médecine du pays? Savais-tu que les chirurgiens, y compris ton précieux Marcus, regardent mon travail tous les jours pour apprendre à sauver des vies? Marcia, ce n'est pas juste. Savais-tu tout ça, maman? Plus de silence. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Parce que tu n'as jamais demandé. En 32 ans, toi et papa avez clairement montré où je me situais dans cette famille. En dernière position. Derrière la carrière de chirurgien de Marcus, l'organisation à but non lucratif de Lorraine, les victoires juridiques de Todd, et les récompenses d'enseignement d'Emma. Toujours dernière. Toujours invisible. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Papa a prononcé un discours ce soir, remerciant tous ses enfants. Il a nommé 4 personnes, maman. 4. J'étais assise juste là. J'ai été assise juste là toute ma vie, attendant que quelqu'un me remarque. Et ce soir, j'ai finalement compris que vous ne le ferez jamais. Tu es dramatique. Tu interprètes mal. Je suis honnête. Enfin. Et tu ne le supportes pas, parce que ça te tend un miroir et ça te force à voir ce que tu as fait. Les pleurs de ma mère se sont intensifiés. S'il te plaît, enlève-le. S'il te plaît, Marcia. Les gens appellent. Ta tante Patricia l'a vu. Les voisins l'ont vu. C'est humiliant. Pour qui?
Pour vous. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas? Non pas que je sois blessé, non pas que j'en ai fini, mais que les gens sachent que l'image de votre famille parfaite est fissurée. Je t'en supplie. S'il te plaît. On peut en parler. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger, maman. Je ne suis pas en colère. Je ne suis plus blessé. J'en ai juste fini. Tu ne le penses pas mais je le pensais. Debout dans mon bel appartement que j'avais mérité avec talent, travail acharné et détermination, regardant les dizaines d'illustrations encadrées sur mes murs, les prix que j'avais remportés, la vie que j'avais construite entièrement seul, je le pensais plus que je n'avais jamais rien pensé. J'ai besoin d'espace, ai-je dit. Beaucoup d'espace. Peut-être un espace pour toujours. Je n'ai pas encore décidé. Marcia, s'il te plaît. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné de nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a sonné 8 fois de plus au cours de l'heure suivante, de la part de divers membres de la famille. Marcus a laissé un message vocal, me traitant d'égoïste et de banquette d'attention. Lorraine a envoyé un long texto sur le fait que je blessais les sentiments de maman pendant les fêtes. Le message de Todd était court, très mature, Marcia. Emma a été la seule à me faire hésiter. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je suis là si tu veux parler. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis fait une tasse de thé, le mélange de jasmin raffiné que j'avais acheté dans un salon de thé local, et je me suis assise près de ma fenêtre, à regarder les lumières de la ville. Ma publication Instagram avait maintenant plus de 1000 j'aime. La section des commentaires était devenue un groupe de soutien, avec des gens partageant leurs propres histoires de négligence familiale et la difficile décision de s'éloigner. Un commentaire m'a marqué, la famille dans laquelle vous naissez n'est que de la biologie. La famille que vous choisissez, c'est de l'amour. J'avais passé si longtemps à essayer de mériter l'amour de personnes qui n'allaient jamais me le donner de la manière dont j'en avais besoin. Je m'étais tordu dans tous les sens, j'étais resté silencieuse quand je voulais crier, j'avais souri à travers la douleur, et j'avais accepté des miettes tout en les regardant se régaler à une table qui n'avait pas de couvert pour moi. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rachel. Viens demain. Friendsgiving. On fait tout. Dinde, farce, tarte, la totale. Tu es de la famille, Marcia. De la vraie famille. J'ai souri. Et cette fois, ce n'était pas une performance. C'était sincère. Au cours des jours suivants, les messages de ma famille ont continué. Maman appelait tous les matins. Papa envoyait des emails, de longues diatribes sur les malentendus et la perspective. Marcus a essayé la culpabilité. Lorraine a essayé l'émotion. Todd a essayé la logique. Emma n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait comprendre. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai pas envoyé de réponse en colère. Je n'ai tout simplement pas engagé la conversation. Une semaine après Thanksgiving, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue à travers la caméra de la porte, debout dans le couloir, l'air petite et fatiguée. Elle a frappé 3 fois, a attendu, a frappé de nouveau. Je n'ai pas répondu. Elle est restée là pendant 15 minutes avant de partir, et je l'ai regardée s'éloigner à travers la caméra, ses épaules secouées. Une partie de moi s'est sentie coupable, la partie qui avait été entraînée depuis l'enfance à faire passer les sentiments des autres avant les siens, à arranger les choses, à faire la paix. Mais une plus grande partie de moi, la partie qui était fatiguée d'être diminuée, est restée ferme. 2 semaines après Thanksgiving, j'ai reçu un appel d'Emma. Contre mon gré, j'ai répondu. J'ai parlé à maman et papa, a-t-elle dit. Je leur ai vraiment parlé. Je les ai fait s'asseoir et écouter. Marcia, je n'avais aucune idée. Aucune idée de quoi? De la façon dont ils t'ont traité. Je veux dire, je savais qu'ils se concentraient sur le reste d'entre nous, mais je ne réalisais pas que c'était à ce point. J'étais la plus jeune. J'étais dans mon propre monde. J'ai juste supposé. Elle s'est interrompue. Je suis désolé. J'aurais dû remarquer. J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est pas ta faute, et on peut prendre un café? Juste toi et moi. Je n'essaierai pas de te faire te réconcilier ou quoi que ce soit. Je veux juste te voir. J'ai réfléchi. Emma avait toujours été la plus gentille de mes frères et sœurs, la moins compétitive, la plus sincère.
Et elle n'était qu'une enfant pendant la plupart des pires moments, trop jeune pour comprendre la dynamique familiale. D'accord, ai-je dit. Un café. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de la librairie Powell 3 jours plus tard. Emma avait l'air nerveuse, tripotant sa tasse, ses cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné. Elle avait toujours été la plus décontractée d'entre nous, celle qui portait son cœur sur la main. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé, à notre enfance, au dîner de famille et aux fêtes. Et tu as raison, Marcia. Ils t'ont constamment négligé. Je me souviens que tu as gagné ce concours d'art au lycée, et personne n'en a fait tout un plat. Je me souviens de ton admission à l'université, et ça a été éclipsé par ma fête de remise de diplôme de fin de collège. Je me souviens de tant de petits moments où tu as été simplement mise de côté. Pourquoi n'as-tu rien dit à ce moment-là? Elle a baissé les yeux vers son café. Honnêtement? Parce que j'avais de l'attention, et ça me faisait du bien, et j'étais trop jeune et égoïste pour penser à ce que cela signifiait que tu n'en es pas. Je n'en suis pas fier. Au moins, tu es honnête. Maman est au plus mal. Papa aussi. Il n'arrête pas de dire qu'il ne le pensait pas, qu'il t'aime, que tu as mal interprété. Penses-tu que j'ai mal interprété? Emma a secoué la tête. Non. Je pense qu'ils ont fait exactement ce que tu as dit qu'ils ont fait, et maintenant ils sont forcés de l'affronter, et ils ne savent pas comment faire. Nous avons parlé pendant 2 heures. Emma n'a pas essayé d'arranger les choses ou de me convaincre de revenir. Elle a juste écouté, s'est excusée et a validé mes sentiments d'une manière que mes parents n'avaient jamais fait. Quand nous nous sommes fait un câlin d'adieu, elle a murmuré, « Tu mérites mieux. Tu mérites tellement mieux. J'espère que tu le trouveras. » Noël est passé. Je l'ai passé avec Rachel et sa famille, des gens qui me connaissaient depuis des années et célébraient mes succès sans comparaison ni compétition. Nous avons bu trop de vin et joué à des jeux de société. J'ai illustré un portrait personnalisé de leur chien comme cadeau, ce qui a fait pleurer de joie la mère de Rachel. Mes parents ont envoyé des cadeaux, une boîte Amazon générique avec une écharpe en cachemire et une carte cadeau. Pas de mots. J'ai fait don des 2 à un refuge pour femmes. Marcus n'a rien envoyé. Lorraine a envoyé une carte avec un message générique « Je pense à toi ». Todd m'a complètement ignoré. Emma a envoyé un paquet attentionné, un ensemble de stylos d'illustration de qualité professionnelle que j'avais mentionné vouloir, un livre sur l'histoire de l'art anatomique, et une note qui disait « Continue de créer de belles choses. Je t'aime. » J'ai gardé les cadeaux d'Emma. Alors que l'hiver se transformait en printemps, quelque chose a changé en moi. La colère s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus léger. La paix, peut-être, ou simplement l'acceptation. Je me suis plongé dans mon travail, acceptant des projets plus importants, des illustrations plus complexes. J'ai été chargé de créer une série d'images pour une technique chirurgicale révolutionnaire qui serait publiée dans des revues médicales du monde entier. Le chirurgien principal du projet a qualifié mon travail de visualisation la plus claire de cette procédure que personne n'ait jamais créée. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un vernissage, un biologiste marin nommé Chris, qui trouvait ma carrière fascinante et posait des questions détaillées sur mon processus. Nous restions éveillés tard, pendant que je lui montrais comment je superposais les calques dans mes illustrations numériques, comment je faisais des recherches pour garantir l'exactitude anatomique, comment j'équilibrais l'art et la science. « Tu es incroyable », a-t-il dit un soir, en me regardant travailler sur une illustration cardiovasculaire particulièrement complexe. La façon dont tu vois les choses, la façon dont tu les traduis en quelque chose que les gens peuvent comprendre et apprendre, tu aides à sauver des vies, tu sais ça, n'est-ce pas? Je le savais. Je l'avais toujours su. J'avais juste besoin que quelqu'un d'autre le voie aussi. Mon nombre d'abonnés sur Instagram a augmenté, non pas à cause de cette unique publication, mais grâce au travail que j'ai commencé à partager régulièrement. Des étudiants en médecine et des internes ont commencé à me suivre, commentant sur la façon dont mes illustrations les avaient aidés à comprendre des concepts complexes. Des professeurs m'ont contacté pour me demander s'ils pouvaient utiliser mon travail dans leur programme. J'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'intersection de l'art et de la médecine. Ma vie est devenue plus pleine, plus riche, plus vibrante, sans le poids des attentes familiales qui me freinaient. Pour mon 33e anniversaire en juin, j'ai reçu une carte par la poste de mes parents. À l'intérieur se trouvait une longue lettre, manuscrite par ma mère, de son écriture soignée. « Chère Marcia », commençait-elle, et j'ai failli arrêter de lire, car elle ne m'appelait jamais Marcia,
sauf si j'avais fait une bêtise. Mais j'ai continué. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi ces 7 derniers mois. Nous avons parlé à un thérapeute, séparément, puis ensemble. Nous avons été forcés de faire face à des vérités inconfortables sur la façon dont nous t'avons élevé, dont nous t'avons traité, dont nous t'avons laissé tomber. Nous voulons dire que nous ne le pensions pas, que nous ne nous en rendions pas compte, que c'était involontaire. Et peut-être que c'était le cas en partie. Mais tu avais raison. Nous t'avons constamment comparé à tes frères et sœurs. Nous avons minimisé tes réussites. Nous t'avons prise pour acquise parce que tu étais calme et que tu ne demandais pas l'attention comme les autres. Nous t'aimions, mais nous ne l'avons pas montré de la manière dont tu en avais besoin. Nous ne l'avons pas montré de manière significative. Je ne sais pas si tu nous pardonneras un jour. Je ne sais pas si tu le devrais. Mais je veux que tu saches que nous le voyons maintenant. Nous te voyons maintenant. Et nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés. Si jamais tu veux parler, nous sommes là. Sinon, nous comprenons. Tu mérites d'être heureuse, aimée et célébrée. J'espère que tu as cela maintenant, même si ce n'est pas avec nous. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire tous les jours de ta vie, et je ne l'ai pas fait. Et c'est quelque chose que je regretterai pour toujours. Avec tout mon amour, maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas sûr de le faire un jour. Mais un mois plus tard, j'ai envoyé un court email, non pas pour me réconcilier, non pas pour pardonner, mais pour accuser réception. J'ai bien reçu ta lettre. J'apprécie l'honnêteté. Je ne suis pas prête à reconstruire quoi que ce soit pour l'instant, et je ne le serai peut-être jamais, mais je voulais que tu saches que je vais bien. Mieux que bien. Je suis heureuse. J'espère que vous pourrez trouver la paix avec ce qui s'est passé, même si nous ne réparons jamais ce qui s'est cassé. Prends soin de toi, Marcia. Ma mère a répondu en moins d'1 heure. Merci d'avoir répondu. Je suis contente que tu sois heureuse. C'est tout ce que je veux vraiment pour toi. Avec tout mon amour, maman. C'était il y a 6 mois. Je ne suis pas retourné à une réunion de famille. Je n'ai pas rejoint le chat de groupe qui sonne encore de temps en temps avec des photos et des mises à jour. Je vois Emma toutes les quelques semaines pour un café ou un déjeuner. Elle me tient au courant des nouvelles de la famille sans pression ni attente, et elle respecte les limites que j'ai fixées. Marcus et moi ne nous sommes pas parlé. Lorraine et moi avons échangé des messages polis après qu'elle ait vu une de mes illustrations publiées dans une revue médicale, mais rien de substantiel. Todd et moi sommes pratiquement des étrangers. Mes parents et moi existons dans une sorte de limbes étranges. Ils envoient des emails occasionnels, généralement sur de petites choses. Maman partagera une photo du jardin. Papa enverra un article sur l'illustration médicale qu'il a trouvé intéressant. Je réponds parfois, des messages brefs qui n'invitent pas à une conversation plus profonde, mais qui ne ferment pas complètement la porte non plus. Je ne sais pas si je reviendrai un jour. Je ne sais pas s'ils ont vraiment changé, ou s'ils sont juste désolés d'avoir été démasqués. Je ne sais pas si 32 ans de négligence peuvent être effacés par la thérapie et les excuses. Ce que je sais, c'est ceci, je n'attends plus qu'ils me voient. Je n'ai plus besoin de leur validation. J'ai construit ma propre table, comme le disait ma légende Instagram, et elle est entourée de personnes qui ont choisi de s'asseoir avec moi, des personnes qui me célèbrent, qui voient ma valeur sans qu'on ait besoin de leur dire qu'elle est là. Cette photo de Thanksgiving est toujours sur mon Instagram. Plus de 2000 j'aime maintenant. Des centaines de commentaires de personnes partageant leurs propres histoires d'éloignement familial et la liberté qui en a découlé. Tous les quelques mois, quelqu'un de nouveau la trouve et me contacte, me remerciant d'avoir mis des mots sur leur expérience. Parfois, je regarde cette photo, les visages souriants de ma famille, le lustre brillant au-dessus de leur tête, le tableau parfait de la dysfonction masquée en amour, et je pense à la fille que j'étais, assise à cette table, espérant que ce serait l'année où il la remarquerait. Je suis contente qu'elle soit finalement partie. Je suis contente qu'elle se soit finalement choisie. La famille qui m'a appris que je n'avais pas besoin d'eux avait raison, mais pas de la manière qu'ils l'entendaient. Je n'avais pas besoin d'eux pour être heureuse. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance pour connaître ma valeur. J'ai trouvé tout cela par moi-même. Et vous savez quoi? C'est la meilleure vengeance de toutes. Pas la colère,
pas l'amertume, pas le fait de les faire se sentir coupables, juste bien vivre, juste être heureux, juste construire une vie si pleine, si riche et si significative que leur absence ne laisse pas de vide, parce que je les remplis de personnes qui me valorisent réellement. Chaque année, à Thanksgiving, j'organise un Friendsgiving dans mon appartement. 20 personnes, peut-être plus, serrées autour d'une table que j'ai installée spécialement pour l'occasion. Artistes, scientifiques, enseignants, écrivains et musiciens, nous apportons tous des plats, du vin, des histoires et des rires. L'année dernière, Chris a porté un toast sur la gratitude, et quand il en est venu à moi, il a dit, à Marcia, qui m'a appris que la famille, c'est ce que l'on en fait, et ce que nous avons fait ici est sacrément spécial. Tout le monde a levé son verre, me regardant avec une affection sincère, avec appréciation, avec amour. J'ai levé le mien aussi, en souriant. Ce vrai sourire, celui que je n'ai plus à simuler. Et quelque part de l'autre côté de la ville, dans une maison avec un lustre de West Elm, mes parents se demandaient probablement pourquoi leur table semblait plus vide, même si tout le monde était encore là. J'espère qu'ils ont fini par comprendre. Mais honnêtement, ce n'est plus mon problème. Parce que j'ai appris que parfois, la conclusion n'est pas une conversation, une excuse ou une grande réconciliation. Parfois, c'est juste la paix. La prise de conscience silencieuse que vous avez cessé d'attendre l'excuse qui ne viendra peut-être jamais, que vous avez cessé de définir votre valeur par la valeur que quelqu'un d'autre vous accorde, que vous pouvez vous asseoir à votre propre table, entouré de personnes qui vous voient, qui vous entendent, qui vous choisissent, sans avoir à vous battre pour une place. Il m'a fallu 32 ans pour en arriver là, mais j'y suis arrivé. Et si jamais ma famille se demande comment j'ai réussi à construire une vie si pleine et si heureuse sans eux, la réponse est simple. Ils m'ont appris comment faire. Ils m'ont appris à travers chaque moment négligé, chaque éloge oublié, chaque reconnaissance vide. Ils m'ont appris la résilience, l'indépendance, la force. Ils m'ont appris à trouver de la joie dans ma propre compagnie, à me célébrer, à chérir les gens qui se présentent parce qu'ils le veulent, et non parce qu'ils le doivent. D'une manière étrange et tordue, je leur dois cela. Parce que sans leur négligence, je n'aurais peut-être jamais appris à construire une vie qui est vraiment la mienne. Ces jours-ci, quand je regarde autour de mon appartement, l'art sur les murs, les plantes qui prospèrent à la lumière du matin, le rire des amis qui remplit l'espace, je réalise quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, il ne me manque rien. La chaise vide à leur table de Thanksgiving? C'est juste un rappel de l'endroit où je m'asseyais tranquillement, en espérant appartenir. Maintenant, je m'assieds à ma propre table, bruyante et aimée, entouré de la famille que j'ai choisie. Et chaque année, lorsque la dinde est découpée et que le vin est versé, quelqu'un lève inévitablement un verre à ma santé, à l'hôtesse, à l'artiste, à la femme qui a finalement cessé d'attendre d'être vue. Et je souris à nouveau, cette fois pour de vrai, parce que je suis vu. Parce que je me vois. Parce que j'y suis arrivé.